Et bonjour les amis, rebonjour, je suis là. Ma voix est toujours aussi exceptionnelle, non? Eh oui. Et bienvenue. Et oui. Parce qu'en fait, je voyais pas du tout l'intro comme ça. J'avais une intro dans ma tête, donc je vais la refaire, je pense. Oh, vas-y, oh là, le mec, il est au-dessus du lot, là. Bienvenue sur la chaîne Anjou Pop Corner. Vous écoutez ou vous regardez Qu'est-ce qui a pop. Et cette année, on va quoi? On va... Il disait que tu l'as préparé en plus, c'est vraiment le relou, quoi. Je l'avais préparé. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur l'année 2005. Il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'il y avait il y a 20 ans? Et ben, on va en parler. Et on a 12 pages. 12 pages. 12 pages de contenu. Un dictionnaire de contenu. Qu'est-ce qui a pop en 2005? Alors, si vous ne connaissez pas Qu'est-ce qui a pop, c'est très simple. Qu'est-ce qui a pop, c'est une émission, un podcast où on revient ensemble. Je suis avec Todalf, d'ailleurs, je me suis pas présenté. Je suis Kéré Massan, je suis avec Todalf. Bonjour. Et on va revenir sur les films, les séries, l'actualité, les livres, la musique. Voilà, on a plein de choses à se dire. On est ensemble pendant une petite heure, un peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure, parce qu'on doit un peu alterner. Voilà, il y a d'autres. Ce matin, on avait plein de temps, et là, cet après-midi, on a l'impression d'être overbooké. C'est ça, parce que cette émission que vous écoutez peut-être est enregistrée lors du Game Fest Nancy, c'est pour ça que vous entendez aussi un bruit de fond. Oui, les grosses barres à mère. Voilà. Allez, on est parti pour Qu'est-ce qui a pop en 2005. Déjà, on met le contexte 2005. Pour toi, ça t'évoque quoi tout de suite, Todalf? En 2005, j'étais encore hyper jeune, j'avais 14 ans. Donc, du coup, 2005, pour moi, c'est peut-être le moment où je m'intéresse un petit peu à Internet, tout de même. Parce que Internet, ça s'est vraiment démocratisé peut-être en 2001, 2002, quoi, dans ces eaux-là. Et Internet, pour moi, c'était un truc un peu moderne, un truc que je connaissais pas trop. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à ce moment-là bien développés, on va dire. Facebook, j'ai dû m'inscrire sur Facebook en 2007-2008, donc du coup, oui, je pense avant les réseaux sociaux. Je pense que Facebook est arrivé plus tard, ouais, c'était pas encore là. Oui, encore, j'avais peut-être 3-4 mois de retard avec Facebook, donc du coup, vraiment, on va dire que c'est Internet, les années Google, quoi, on va dire. Mais j'étais pas trop dans le deep d'Internet, je suis pas allé dans des trucs un peu bressons d'Internet, les blogs chum où on trouve des vidéos de mecs qui ont des accidents ou des trucs comme ça. Bon bref, le truc un peu du bonheur d'Internet de l'époque. Non, j'étais en train de découvrir Internet. Tranquillement. C'était déjà très bien, oui. Et ben écoute, moi ça ressemble un peu à ça. J'étais aussi très jeune. Après moi ça m'évoque quand même d'autres choses. C'est qu'en 2005, pour moi il y a deux aspects. Bon, bah, c'est déjà l'année où je vais créer une des premières structures qui ensuite va devenir ma première société. Bon, ça c'est. C'était en 2005. Et oui, c'était en 2005 déjà. Ah ouais. J'étais en 4e. 2005, alors j'étais en 5e plutôt, 5 par là. Attends, mais 2005, mais c'est pas possible, t'avais 12 ans. Ouais, 5e hein, du coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as créé une structure à 12 ans? Ouais, une junior association, monsieur. Putain, le mec qui est au-dessus du lot, quoi. Ouais, mais c'était voilà. Et qu'est-ce que je fais en 2005? Je mets mes premières vidéos sur Internet. Ah, sur Dailymotion. Alors, je ne les mets pas sur Dailymotion. Non, sur. Je les mets sur Google Vidéo. Ah, c'est ça, c'est Parce qu'en fait, Google a un genre de. Donc aujourd'hui, vous connaissez, donc il y a la table images, actualité, etc. Ouais. Et à l'époque, il y avait une table vidéo qui est revenue depuis, mais qui n'a rien à voir. Et qui était un vrai moteur de recherche de vidéos. On pouvait upload nos vidéos. Et du coup, je uploadais des vidéos comme ça sur Google Vidéo. Je sais pas combien elles étaient vues, c'était assez ridicule. Et en fait, il y a une annonce, je crois que c'est autour du mois d'octobre, que Google rachète une petite société qui s'était créée la même année. En fait, ça a été très très rapide. C'est YouTube, tout simplement. Ah oui, d'accord. Et c'est YouTube qui est racheté par Google en 2005. Et je vais mettre ma première vidéo. Moi, je dis, bon, j'y vais. Bah, et oui, du coup, je mets perdre. une vidéo sur YouTube. Et j'ai mis une vidéo sur YouTube quelques mois après, en fait, la toute première vidéo. Hein. La toute première vidéo, c'est un des créateurs, Chad Hurley, Ouais. là. Me at the Zoo. Non, c'est pas Chad Hurley, c'est Jawed Karim qui est Me at the Zoo. Ouais. Exactement, Me at the Zoo. C'était le 23 avril 2005 et moi j'ai dû mettre en octobre ma vidéo avec le rachat de Google. Donc voilà, incroyable quand même. Bah, oui. Non, mais ma vidéo, des fois je vous la montre pour troller parce que les gens me croient pas. Avec ceux, il y a 20 ans. C'est pas genre cette vidéo a été publiée il y a 3 ans, elle a été publiée il y a 20 ans. Elle est en 4 tiers, les gars. Et c'était un 4 tiers natif. Ah oui, avec une qualité d'image, c'était même pas du 120. C'est un 360 FPS, 360 FPS, no scope, C'est 360 no scope. Non, c'est un 360p vraiment dégueu. Ouais. Mais voilà, ça c'est le début d'Internet. Mais c'est vrai que toi, tu as vécu cette année 2005 et surtout cette vraie expansion d'Internet beaucoup plus clairement que moi. Quoi. Ouais, j'étais vraiment très intéressé par tout ça, par la vidéo, par ce qu'on pouvait faire. Une forme d'avant-garde que j'ai absolument pas poussée, hein, parce que en fait,
Moi, quand j'ai commencé à consommer du contenu, les gros podcasteurs, Cyprien, Norman, etc., n'existaient pas encore. Ouais. Ils sont arrivés sur Dailymotion, donc un tout petit peu après, genre 1 an après en fait, je pense. Enfin, ils devaient déjà créer des choses, mais voilà. J'étais aussi sur des forums. Il y avait le forum de Ludoc, qui est maintenant assez connu, voilà, et on partageait comme ça des infos autour de la vidéo. Enfin, Tu as même pu échanger en direct avec Ludoc. ouais, avec Ludoc, avec François Descraques même par la suite. Mais attends, mais Ludoc, ça va pas être le réalisateur justement de Bref saison 2? Je sais pas. Parce que c'est lui qui avait fait Bref saison 1. C'est pas Navo? Ah si, c'est peut-être Navo, remarque. Je sais plus. Ça. Je sais plus. Bon, ça c'était une petite digression parce qu'il y a eu l'annonce. Digression. Ah là là. Et à côté de ça, on parlait des réseaux sociaux, il y en avait un quand même. Alors, on va dire, on va pas compter MSN, il n'y avait pas MSN Messenger, c'était de la discussion. Il y avait MySpace. C'est vrai, il y avait Alors moi MySpace. j'avais un MySpace, mais j'étais pas un artiste, donc il avait aucun intérêt mon MySpace. Mais non, mais MySpace, c'était pas pour les artistes, c'est pour ça raconter sa life. Moi j'avais un MySpace et il se passait rien en fait sur mon MySpace, clairement. À côté de ça, Mais tu l'utilisais pas comme un journal intime en mode cher MySpace. Alors, aujourd'hui, j'ai rien fait. non, parce que j'avais un autre outil pour ça, que j'avais dû créer dans les mêmes années. Je sais pas de quelle année ça date. Quel outil, à ton avis, j'ai pu utiliser pour raconter ma life? Un truc que beaucoup de Français de notre génération ont utilisé. Ah bah c'est un truc genre MySpace, c'est Skyblog. Skyblog, exactement. Skyblog, c'est une dinguerie. Ah oui. C'était une dinguerie en fait de réussite française parce que Ah bah c'est un oui. truc que tous les jeunes Français avaient un blog, un Skyblog. Et c'est surtout que ça a été à l'initiative de la chaîne de la Skyrock. radio Skyrock quoi. Ouais. Et ça je ne comprends pas, alors ils ont été très Ils ont cassé le game du Non, blog. mais à un ils ont moment été donné. hyper, ils ont sniffé le truc en disant les blogs ça va être le truc du futur. Et ils ont sorti ça. En plus un blog c'est vraiment pas bien compliqué à coder hein, mais Ouais. Donc ça, c'est il quand même faudrait dingo, retrouver, on va vous retrouver l'information pour la post-prod de l'année de création de Skyblog, mais on est dans les mêmes délires. Donc moi, mon Ouais. époque, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai MSN, je pense que ça s'appelle encore MSN Messenger et pas Windows Live Messenger. Il y a eu le changement à un moment où MSN a été racheté par Microsoft oui, et c'est passé à Windows Live. oui c'est Et- vrai qu'il y avait MSN avant. Ouais. C'est ça, avec tididing, le Wiz et les messageries. Et les jeux quand même, il y avait des jeux sur petits MySpace, jeux, il y avait sur des petits MSN. jeux. Et tu sais, tu pouvais aussi créer des émotes personnalisés. Quand tu tapais une lettre, ça remplaçait par un émote. Ouais. Et à la fin, t'avais remplacé toutes tes lettres. Donc t'écrivais qu'avec des émotes, c'était dégueu, c'était animé de partout, ça avait aucun sens. Voilà, Et c'était trop bien MSN. Ça C'était avait aucun vraiment première discussion entre amoureux sur MSN. Alors que la fille, tu l'avais peut-être vu Jamais qu'une fois quoi. tu vois, jamais mais- vu, je l'avais rencontré sur ICQ, enfin un truc Non, mais c'est ça. obscur comme ça. Et tu lui demandes, vas-y, mets la cam. Et je mettais la cam, Pour y faire quoi? mais on faisait rien. On Ah avait, oui, non, juste, mais c'est on avait ça, juste la cam comme ça, on était genre des ados avec genre notre cam allumée, on était Ah en ouais. pyjama. Et moi, j'avais déjà rencontré, mais j'avais peut-être 14 ans, 15 ans, j'avais déjà rencontré genre une meuf qui me parle sur MSN. Ouais. Je lui demande mets la cam, elle met la cam, et en fait, je vois que c'est un vieux loop dégueulasse d'une meuf. Je me suis fait scam sur, T'es fait sur scam, MSN, Ah putain, merde, incroyable. T'étais déjà fait scam. Ah ouais. Alors que moi, je parlais vraiment avec une meuf que j'avais rencontrée qui habitait, je crois, à Vierzon. Et on s'est jamais vu en vrai. Et voilà. Un jour, on a juste arrêté de parler. Tu voudrais la retrouver, cette meuf? Bah ouais, ça serait rigolo quand même. Je dis, en fait, oui. tu te souviens qu'on se mettait la cam et on faisait rien. On avait une discussion qui était juste plate en fait. On était potes quoi. En fait, on était potes. On mettait. Bah, plate, enfin, c'est une conversation de jeunes, quoi. Ouais, de jeunes, ouais, qui avait vraiment très peu de temps. Bref, c'était l'époque, c'était l'époque d'Internet de l'époque. Ah, Norman. Ah, oui. Paix à ton âme. Ah, j'avoue, et à j'avoue. ton, hein. Bon, alors. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut noter? En fait, MySpace, on s'en rend pas compte, hein, c'était quand même 25 millions d'utilisateurs en 2005. Donc en fait, nous en France, c'était pas très utilisé. Moi, il y a quand même un artiste que j'ai découvert sur MySpace. Orelsan. C'est Orelsan. Bah oui. Parce qu'en fait, Orelsan, pour moi, c'est MySpace. En fait, enfin, c'est moi, je le découvre avec. Je pense que je le découvre avec différents ou changements. Enfin, vraiment, ses premiers titres, mais pas Saint-Valentin, tu vois. Je le découvre après ou avant ça, en tout cas en parallèle. Je suis pas sûr que je serais accroché parce que Saint-Valentin, c'est quand même très vulgaire, même quand t'es ado et tout ça. Et j'accroche au côté geek et du coup, je vais le suivre jusqu'à aujourd'hui où il est mainstream maintenant. Orelsan, voilà. Donc voilà. Et en fait, donc on dit. J'ai quand même tapé pour avoir une petite information sur comment ça s'est cassé la gueule. En fait, tout simplement, c'est Facebook. Et Facebook arrive, du coup, je l'ai là, en 2006. En 2006, Facebook arrive, Zuckerberg vole l'idée des frères, je sais plus quoi. Allez, voilà, le conspirationniste est là. Ouais, tout ça parce Et qu'il y a David Lynch qui a fait, David Fincher qui a fait un film là-dessus. Tout de suite, tu le crois, quoi. C'est vrai, Ça va. Et bon, en fait, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Toujours est-il que Zuck, le gars de Zuck, lui, bah, il a Le cassé- Zuki, le Zuki. il a cassé le game avec Facebook. Moi, j'ai créé mon compte Facebook à l'époque où Facebook n'était encore qu'en anglais. Alors, bon ça s'appelait pas The Facebook.
Parce qu'au tout début, ça s'appelait Ouais. The Facebook. J'ai pas eu ça, j'ai pas connu ça avec la tronche de Zuckerberg même, qui était dans un coin. Non, moi, ça s'appelait bien Facebook, mais c'était qu'en anglais et je comprenais pas l'intérêt. Vraiment, pour moi, c'était hyper austère. On parlait de wall, de machin. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et oui. Et après, maintenant, ça nous paraît presque vieux. Tu sais, wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, en vrai, moi je me souviens de la création de ma page Facebook où je comprenais rien. Et moi, je mais- racontais tout. Mais parce Je que je racontais voulais, tout. je voulais exister en fait. Je me souviens, Ouais. j'avais créé ma page Facebook parce que je faisais mon stage de troisième, tu sais, le stage D'observation. d'observation de 2-3 semaines, je sais C'est, pas quoi. bonjour, je suis en stage d'observation. Non mais voilà, et en gros, il m'avait montré un truc genre Teams ou un truc comme ça. Et j'ai dit, mais moi aussi je veux ça, Teams et tout. Là, crée-moi un compte sur Teams. Il dit non, on va te créer un compte sur Facebook. Alors, Teams, c'est beaucoup plus récent, donc ça devait être un autre truc, Non, genre mais c'était Skype. peut-être Skype à ouais, l'époque. c'était un genre de Skype quoi. Ils me diront non, on va te créer un compte Facebook, tu verras, ça va être beaucoup plus marrant. Et du coup, arrivé comme ça, j'avais pas de photo de moi sur Facebook, mais du coup j'avais pris une photo de mon frère. Tout le monde me disait Mais c'est quoi ce délire? mais quand il était jeune, donc du coup forcément on voyait pas trop la différence. Mais après oui, on s'est accommodé très vite à Moi, Facebook, mais ouais, c'était bien ouais. pratique. Alors moi je dois être à mon 3e compte malheureusement, mais j'aimerais tellement Tu t'es revoir. fait- bah, J'ai perdu mes comptes ou je sais pas ce que j'ai foutu, mais bref. Mais je sais que dans mes tout premiers comptes, c'était du genre où vraiment tu écrivais sur le mur des gens comme si tu leur parlais, Ah bah, mais bien c'était en sûr. public. C'était au fait, tu fais quoi toi demain soir? Tout le monde voyait le message. Bah écoute, je fais rien. Toi. Genre maintenant, on est vraiment, ça a changé. Là, on est vraiment depuis quelques années, on est repassé sur du privé, full privé. C'est-à-dire tous les messages passent par du privé. Même, je crois qu'Instagram a sorti une stat comme quoi aujourd'hui, 90% des interactions se passent dans les messages privés en fait. Les gens ne commentent plus, ne likent plus, tout se passe. Je te partage un truc, même nous, quand on communique, on se partage des trucs en privé en fait. Oui. Oui, mais pourtant il y a encore des features où justement tu permets de publier. Ouais, mais en on les public. utilise assez plus. Tu vois, sur Instagram, il y a l'éternel post et story, mais maintenant, tu as les pensées maintenant, où les gens Oui. peuvent réagir aux pensées. Il y a ça qui est public et aujourd'hui un des réseaux qui utilise le plus le public, mais en fait c'est un public d'apparence. Tu l'as tout de suite, c'est celui où on va vouloir se créer un personnage, TikTok. c'est LinkedIn. C'est LinkedIn Ah, ou pour moi. LinkedIn, ouais. Moi c'est LinkedIn. LinkedIn, on est vraiment en train de se créer une personnalité, on est là. Vous ne devinerez jamais quelle difficulté j'ai rencontré. Non mais Ça, c'est Green Joe, si tu fais du storytelling. C'est le parce que storytelling, c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est LinkedIn, c'est lui qui est dans le public, on est en train de se raconter, en train de raconter Ah ça. oui. Bon, j'ai Tu sais, complètement... quand il met à passer 3 mois dans la boîte et tout le monde répond bravo, félicitations pour les 3 ans dans ta boîte et tout. Ta boîte, alors qu'en vrai, Bah, alors que automatique. oui, voilà, Oui, ouais, bah soit ouais, tu te fais chier, soit c'est pas un exploit. Quoi. Exactement. Donc 2005, c'est le tournant du numérique avec donc cette Ouais. arrivée de YouTube qui va démocratiser la vidéo et c'est pas rien parce qu'en fait mettre de la vidéo en ligne c'est aussi toute une architecture de serveurs qui est hyper importante. À l'époque, on n'avait pas des données aussi lourdes quand même à gérer. On ne parle pas du streaming d'aujourd'hui, mais c'est déjà beaucoup de stockage. Donc on dit qu'en 2005, c'est l'arrivée du web 2.0. Voilà. Bah, c'est le web qui est créé par les utilisateurs et pas par les C'est ça. marques. On commence à créer ça. Donc voilà. Et ça a été un vrai game changer, le web 2.0, parce que du coup, tu partais d'un random, enfin pas d'un random, mais d'une boîte qui créait son site web, qui disait venez acheter mon pain chez moi, au web 2.0, où tu as Marie-Suzanne qui dit je vais acheter le pain chez Jacqueline, et tout le monde réagit, donc du coup ça crée une immensité de données, puisque toute cette donnée, il faut bien la stocker. Et du coup, en reprenant la problématique, ça a créé une vraie problématique de stockage, parce qu'il n'y avait pas les data centers, ou il y en avait quelques-uns, mais qui n'étaient pas encore à ce niveau-là. La manière de gérer les données n'était pas pensée, c'était très peu architecturé. En fait, si on veut parler technique, à la base, il y avait le NoSQL n'existait pas encore. Donc la structure on était très relationnel à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais, on était très relationnel. Donc du coup, tout avait une dépendance avec quelque chose, et donc du coup, on pouvait pas stocker la donnée brute comme ça et pouvoir s'en sortir sans avoir une structure non ordonnée, on va dire. Donc du coup, ouais, ça a été une grosse problématique. Il y a eu beaucoup de réflexions. Je pense que Facebook et sans doute aussi Amazon avaient pu et YouTube aussi, du coup, ont pu réfléchir à cette problématique-là et prendre un peu le coche au bon moment, quoi. Ouais, exactement. Donc ça c'est un peu pour le contexte. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme contexte? On peut dire que qu'en avril 2005 c'est le décès de Jean-Paul II,
qui sera remplacé ouais. par du coup Benoît XVI. Non, Et ça- si. Si, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Par Benoît XVI XVI. qui démissionnera plus tard. Donc ça c'est marrant parce que nous, de notre vivant, c'est la première fois aussi qu'on vit cet oui. événement-là. Alors c'est marrant de se dire que nous, on a vécu déjà, on est au troisième pape. Ouais. Il y a la reine d'Angleterre qui a changé et on en verra ouais. on en verra sûrement un troisième. Non, mais c'est ça. Donc il se passe, c'est un monde qui évolue en perpétuel. C'est surtout qu'en fait, c'est des évolution. personnalités médiatiques qui ont un peu cette aura d'éternité, en Oui, fait, à un mais moment donné. sauf que la puissance des médias fait que je pense que le décès de Jean-Paul II, c'est la première fois que le décès d'un pape est aussi médiatisé. Ah, Parce oui. que la télé, l'internet, tout va exploser. Et c'est comme avec la reine Elisabeth, etc. Ça explose maintenant, tout est dans l'hypercommunication. Et c'est surtout que je pense, moi, c'est la première fois que je vois un arrêt des programmes en direct, comme ça. J'étais en train de regarder mon film sur TF1 et là, tu sais, tananana, C'est ton ouais. premier breaking news. Alors moi, Ah bah oui, mon parce que premier- je me souviens que c'est arrivé le soir, c'est arrivé vers 21h, un truc comme ça. Non, peut-être un peu avant du coup, puisqu'il y avait les news à cette heure-là. Mais du coup, c'était la première fois, parce qu'il y avait des gros événements type le 11 septembre. Moi, j'allais dire où là, c'est ça. c'était en journée. Moi, c'était mon premier breaking news, c'est le 11 septembre. Non, mais c'était un vendredi, je crois. Ouais, fin de journée, le vendredi. Mais moi, je rentre chez moi de l'école primaire, du coup. Déjà, j'avais vu les avions de la patrouille de France passer au-dessus de mon village. J'étais, Ouais. c'est chelou, qu'est-ce qui se passe? Et j'allume la télé et là, toutes les chaînes sont en breaking news. Ah ouais. Donc, ça, et c'était c'est chaud, hein. et mine de rien, 2001, du coup, j'ai 8 ans. Et pour moi, c'est limpide. Je me vois dans mon salon, devant la télé. Je peux te dire, la télé, c'était une Ouais. Philips qui faisait 36 cm. Voilà, je peux te le dire, mais. C'est vraiment. pas la taille qui compte. En plus, elle en faisait 51. Ah là là. Ouais, ouais, bon. Non mais en tout cas, ouais, c'est vrai que la mort de Jean-Paul II, surtout qui était un pape hyper important pour les chrétiens, puisque c'était même un des papes qui a été sacralisé là, genre il y a 10 ans, donc ça prouve un peu l'importance de ce pape-là. Bon, tu as eu du Benoît XVI qui n'a pas eu assez de recul, je pense, pour avoir de l'importance. Là, Il n'est pas mort, de toute façon, lui. Il est pas mort, mais il peut toujours y avoir des réflexions. Il dit, oh tiens, il a touché un gamin et il a été sauvé de la lèpre. C'est un miracle, c'est bon, on va le sacraliser et tout. C'est vrai que Jean-Paul II, surtout, est arrivé sur une période un peu de fin de guerre froide qui Ouais. a un petit peu apaisé les tensions, qui a été un peu là Ouais, aussi pour adoucir les conflits sur une période qui n'était pas simple non plus. Hein. C'est ça, tout à fait. Bon, on a parlé du contexte, on va rentrer dans un des premiers gros sujets. Alors, je ne sais pas si tu veux te spoiler ou si tu veux qu'on joue un petit peu pour que j'essaie de te faire deviner les films. Allez, parce qu'on va vas-y. rentrer dans le cinéma. Bon, le premier, tu l'as. Oui. On est dans le retour alors, il y a eu en 77 par là l'arrivée en France de Star Wars. Magnifiquement nommé La Guerre des Étoiles. Pourquoi? Parce que ça devrait être les guerres de l'étoile. Ah bah alors tout le monde s'est foutu de notre gueule en disant on veut traduire The Last Skywalker, savoir si c'est en vrai au pluriel ou au singulier. Bah, là pour le coup Star Wars c'est facile, il y a un S à Wars. Oui, ouais, d'accord. ok. Donc c'est les guerres de l'étoile. Mais bon, c'est pas grave. Nous, c'est la guerre de l'étoile, la guerre des étoiles. Donc il y a eu ce qu'on appelle la trilogie originale qui s'est arrêtée, je pense, fin des années 80, début des années 90. Non. Non, années 90. Début 80. Début 80, la Ah troisième. oui. Ok. Je pense que le dernier, le retour du Jedi a été fait avant Indiana Jones le premier. Hein. Et bon, on mettra la vérité vraie en post-prod. Et du coup, on est dans le retour. George Lucas qui revient, les midi-chloriens, Jar Jar Binks. On aime ou on déteste. C'est un peu ça. Et je me souviens que le premier, pour les fans hardcore, la menace fantôme, était ok tiers dans le sens où ça reprenait un peu la logique des Star Wars originels où ça prend bien son temps, il y a beaucoup de trucs, mais les scènes d'action sont plutôt cool. Mais c'est vrai que le midi-chlorien, bon, de toute façon, avec la post-logique, on s'est tapé l'univers Star Wars, il est un peu modulable, un peu comme on a envie, quoi, à un moment donné. Ouais. Les midi-chloriens, bon. Ils en ont reparlé récemment, les midi-chloriens. dans une Oui, série, mais là. mais oui, mais du coup, tu vois, la postologie, c'est pas il n'y a clair. pas eu l'histoire des midi-chloriens. C'est vrai que ça a un peu niqué toute la philosophie de la force, de savoir la maîtriser, de comprendre que c'est quelque chose de la matière qui existe un peu partout, il faut juste savoir la maîtriser, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Mais La Revanche des Sith, faut pas déconner, il est incroyable ce film. Bah voilà, La Revanche des Sith fait partie aujourd'hui de ceux qui sont le plus appréciés de l'intégralité finalement des 9. Donc donc c'est bien. George Lucas qui est à la réal avec du coup Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan.
rôle qui va reprendre un peu plus tard du coup dans la série, qui n'a pas eu un très grand succès. On a bien sûr Hayden Christensen qui lui joue donc Anakin slash Dark Vador. Je crois que de toute manière on le voit à peine en Dark Vador, juste sur une on scène, le voit porter le costume quand même. on va porter le costume, Ouais. et pareil il reportera le costume, et je crois il va revenir encore prochain. Ouais, il y a une histoire comme ça. Ouais. Voilà. Et puis Nathalie Portman, tiens, Nathalie Portman, on en parle en ce moment là, parce que justement elle est pressentie pour apparaître dans la saison 2 d'Ahsoka en tant que Padmé dans des flashbacks. Ouais, mais c'est incroyable, Nathalie Portman, elle ne vieillit pas. Ah bah oui, c'est dingue. Elle a oublié, Alors que elle a Nathalie oublié- Portman, elle a débuté sa carrière là, Star Wars comme Jodie 1. Foster hyper jeune, Ouais. quoi, avec Léon en fait de Ouais. Luc Ah oui, Besson. c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais c'est marrant, dans le Jodie Foster que j'ai regardé dans True Detective saison 3, enfin ouais. Ah oui, La saison ouais, 4, apparemment elle a gagné une nomination pour les BAFTA, je crois, pour ce truc-là. Excellente. Nathalie Portman, donc, qui devrait revenir également dans son rôle de Padmé Amidala. Et voilà, du coup c'est un bon épisode. On est avec quand même 868 millions de dollars au chiffre d'affaires. Ouais, c'est pas mal, hein. Clairement, on est top 1. Ah bah oui, oui, on est top 1. Et puis c'est 8 millions de l'époque, hein. Aujourd'hui ça doit être 1 milliard, 1,2 milliard quand même. C'est Et ça. moi cette scène, la scène de combat à Mustafar est folle, quoi, hyper bien chorégraphiée, Ouais. la musique C'est lisible. John Williams, il est C'est incroyable. lisible, voilà, John Williams. Alors. Et moi, des gens ne comprenaient pas trop l'évolution du personnage d'Anakin, pourquoi il a fait ce choix-là. En fait, tu le remates plusieurs fois, tu comprends en fait qu'il est complètement attardé par l'amour de Padmé, et que Palpatine vraiment lui file du rêve. Lui, il a peur que Padmé meure, il a peur de ne pas voir ses enfants. Je trouve que cette lacune peut-être de compréhension a plutôt été bien amenée dans Clone Wars. Alors Clone Wars au début, la première saison ou la deuxième, c'est peut-être très enfantin, et après c'est une série qui gagne en maturité et qui te montre bien le développement d'Anakin justement. C'est très long, hein, parce que je crois que je sais plus combien de saisons, je les ai toutes regardées, et vraiment c'est très intéressant pour Anakin, pour voir son évolution, pour voir comment il est tiraillé, comment il est toujours dans la volonté de protéger, et qui en fait cette volonté de protéger à tout prix fait qu'il sombre du côté obscur. Et parce que surtout il a été un peu mindfuck par tout le conseil Jedi en disant ce mec a un taux de midi-chlorien de ouf, Palpatine lui dit Dark Plagueis il a vaincu la mort et tout, donc du coup pour lui il est fucké par le fait qu'il pourrait atteindre le niveau de Dark Plagueis, et du coup d'une part passer côté obscur et d'autre part sauver Padmé d'une manière ou d'une autre, quoi, à un moment donné. Mais je trouve que le personnage il est très bien développé, et quand il pète un câble et qu'il commence à étrangler Padmé d'énervement parce que il n'a pas confiance avec Obi-Wan et tout. Ce moment-là, c'était un peu charnière, et je comprends tout. Je comprends pourquoi il en veut à Obi-Wan, et je comprends pourquoi il est si violent, et il a décidé de totalement passer côté obscur en disant de toute façon je vais la sauver, mais je vais buter tout le monde, quoi. Exactement. Alors on va continuer sur nos films de 2005, parce que si on prend autant de temps sur chaque film, oui, clairement... désolé, je vais me faire engueuler, putain. On est sur le début d'une trilogie qui va. Alors pour moi, Twilight. non. Début d'une trilogie qui va être marquante d'un réalisateur qui est devenu un des réalisateurs phares. Batman. Ouais, voilà, exactement. C'est Batman Begins de Christopher Nolan. Donc il passe après Tim Burton notamment, Ouais. qui avait fait 2 films dans les années 80. Et la série télé aussi, hein. Et la série télé Batman TAS. Et là, on arrive avec Batman Begins, avec un Christian Bale qui est transformé, avec alors pas encore le Joker qui arrivera, qui est teasé en fin d'épisode de Begins, mais qui arrivera surtout sur de Dark Knight plus tard. Mais là, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. On a aussi Morgan Freeman qui va jouer le rôle de Fox. On a commencé Michael Caine dans le rôle de Alfred, le majordome. Donc c'est un film qui va être pas mal. Il fera 373 millions au box-office. Et c'est surtout, c'est le début d'une trilogie qui va marquer et qui reste marquante, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le film The Batman, qui est dans un autre registre, on aime The pas. Batman, c'est le Batman Moi, j'aime bien. détective. C'est Alors un que là, autre- le c'est un premier Batman Begins, C'est différent, ouais. différent. Il fait une origin story à Bruce Wayne sur toutes ces histoires de société secrète, là où il commence à se bastonner. Moi, le premier Batman Begins, je trouve bien, je trouve un peu lent. Il est un petit peu lent, mais après, bon,
il est quand même esthétiquement. tout Ah, ça, il est c'était beau, voilà. Nolan, il est fort, Très fort. là-dessus, quoi. hein, c'est Il sûr. travaille, en fait, il travaille déjà. Enfin, c'est l'époque quand même où Nolan frères travaillent ensemble. C'est-à-dire t'as Ouais. Christopher et Jonathan au scénario aussi. C'est important. On verra tout de suite que quand Jonathan Nolan va partir, notamment pour Tenet, ça va vite se ressentir aussi. Là, ils sont en train de travailler ensemble, je pense, sur l'Odyssée d'Homère. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça va être un sacré film. À mon avis, ça va être banger. S'il a budget limité. Ouais, là, il a l'air d'être en illimité. Là, il a l'air d'être en I have got the power. Bah, il est bankable, hein, Bah, faut pas déconner. aujourd'hui, c'est marrant comme quoi c'était un réal qui était un petit peu boudé au début avec le Prestige, avec Memento, Mm. et d'un coup il est devenu full mainstream. Hein. Mec, Oui, parce que le Prestige et Memento, c'est pas du c'est des bons mainstream, c'est pas du cinéma non, c'est mainstream. vrai. C'est après Inception en fait, après Inception et puis Interstellar. Pourtant Interstellar quand tu le regardes n'est pas un film mainstream, hein, mais Bah non, mais c'est un film. Mais- Encore une fois, c'est plutôt un film de genre, c'est un un film de science-fiction, C'est ça. mais ça reste un divertissement, quoi. C'est ça. Ensuite, ah bah là, celui qui finit deuxième au box-office en 2005, bien sûr, c'est le 4e volet. L'Ordre du Phénix, Non, bah du coup, la Coupe de Feu. la Coupe de Feu. La Coupe de Feu, qui pour moi est le début du déclin d'Harry Potter. Alors, Ah, je, ouais, alors, je toi, le- t'es dans ce délire-là. je le putain. pensais pas à l'époque, parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai voulu me les refaire. Et vraiment, le 4, c'est le moment où vraiment ça part en couille par rapport au bouquin. Ah, mais c'est Donc- parce que ça part en couille par rapport au bouquin. Ouais, mais c'est puis pas même, forcément un il est- déclin, quoi. Pour moi, c'est. Et après, mais c'est J.K. mon avis. Rowling, c'est pas non plus la masse de tout. Hein. Voilà. Donc en termes d'acteurs, eh ben écoutez, je peux vous dire qu'il y avait Daniel Radcliffe notamment Oui. dans le rôle d'Harry Potter et Rupert Grint. Est-ce qu'il y avait Josh Sherman? Et ben peut-être que Joe Sherman était là parce que Joe Sherman sera également sur ce plateau dans quelques minutes. Si les choses sont bien faites. Si les hein. choses sont bien. Bon, après, on vous donne des informations comme ça. Oui. Et c'est Mike Newell qui réalise. Alors ça, c'est le problème des Harry Ah oui, Potter c'est aussi. C'est qu'en fait, ils ont eu 15 000 réalisateurs. Les mecs avaient une vision artistique complètement différente à chaque fois. Donc au début, les deux premiers, t'as une cohérence. Puis après, ça part en. Chacun veut faire un petit peu à sa sauce. Le 6, c'est une bouse. Ouais, alors calme-toi, quoi. Et les deux premiers ont été réalisés par Chris Columbus, qui avait fait Maman, j'ai arrêté l'avion, donc des Et le trucs un peu. Columbus Café aussi. Je vais te casser la gueule, mon gars. Non, mais qui fait des trucs un peu enfantins, quoi, Ouais. du coup. Le troisième, ça a été fait par Alfonso Cuarón dans une dinguerie comme ça, je crois. Et lui, qui a un univers beaucoup plus bresson. Et ça se voit hein, sur les scènes où il y a les loups-garous, sur les scènes où on a Sirius Black et tout. Où là, en termes de colorimétrie, de luminosité, Ouais. on met tout en bas, là, pour voir. Qui fait presque un peu film d'horreur. Et puis, moi, je trouve que la Coupe de Feu, il met un peu plus de lumière, mais Oui, c'est après, est-ce différent. qu'il respecte le bouquin? Je sais Pas pas. du Moi, j'ai pas lu les bouquins, mais j'ai pas trouvé ça. Mais bon, alors, Ouf. voilà pour Mais j'ai Harry. bien aimé, c'est un bon divertissement, quoi. Eh ben écoute, ton avis est tout à fait respecté par notre Oh, il audimat. a intérêt, wesh. On a également Peter Jackson qui du coup avait terminé Seigneur des Anneaux en 2003. Ah, bah alors c'est King Kong. Et bah c'est King Kong, exactement. Donc là, c'est la fin de Peter Jackson, quoi, globalement. Non, mais arrête ton connerie, putain. Non, mais mais- King Kong, il est En incroyable. vrai, ce film. il est pas mal le King Kong de Peter Jackson. C'est juste qu'il dure 3h30, quoi. Il dure 3h30, donc c'est le King Kong avec Naomi Watts, Jack Black, bien Ouais. sûr. Tiens, qui a sans doute été doublé par par. Christophe Lemoine, je sais Et- pas, à vérifier. Ouais, à vérifier, parce à que vérifier. normalement, c'est plutôt. Jack Black est souvent doublé par Christophe Lemoine. C'est ça, on a Adrian Brody. Et qui est-ce qu'on a derrière King Kong? Est-ce que tu sais qui est-ce qui est Bah, derrière c'est Andy Serkis. Eh oui, c'est Andy Serkis qui est toujours là derrière les. Ah bah, derrière les personnages derrière numériques, c'est toujours Gollum, lui. Ouais. derrière Oscar de la planète des singes, Ouais, c'est ça, c'est hein. toujours lui. Et Andy Serkis qui va réaliser le prochain film Gollum. La traque de Gollum. La traque de Gollum, exactement. Et qui d'ailleurs, si on écoute les livres audio Seigneur des Anneaux sur Audible en version originale, c'est lui qui les lit. Ah ouais. Ouais, c'est Andy Serkis qui lit. Et du coup, il fait la voix de Gollum quand c'est Gollum. Bah, qui je parle. sais pas qu'est-ce qu'il fait comme voix, j'ai jamais regardé en. Ah. Je crois que j'ai jamais regardé en VO Seigneur des Anneaux en fait. Je regarde toujours en VF par Ah, habitude, ouais. tu vois. Mais c'est par habitude. Mais comment tu profites du Dolby Atmos si tu le Mais regardes en voilà. VF? Bah oui, je suis désolé, moi. Allez, on part en Allemagne. Et on a un film qui a été notamment en 2005 nominé pour le meilleur film étranger. C'est un film qui parle de la fin d'une époque, de la. Si je trouve un synonyme, on pourrait dire du trébuchage. La chute. La chute. Et c'est un bon film. Donc la chute, ça parle des derniers jours d'Hitler dans son bunker. Trigger. Quoi dans la tête. Quoi Du H, on parle du H. C'est un film avec du coup Bruno Gantz qui va interpréter le dictateur. C'est Olivier Hirschigel. Goebbels. Non, c'est pas ça. Tout est lié alors du coup. Olivier Hirschbiegel, pardon. Je dérape.
Et moi, je l'ai vu pas longtemps après sa sortie, je crois, et j'avais plutôt trouvé ça. Alors, c'est très, 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 très lent. C'est très lent, mais bon, c'est toute la période où il est dans son bunker Assez pendant l'attaque mais de assez intéressant Berlin. quand même, parce qu'en fait, c'est une période qui est très, très peu couverte par les films, en fait. Ah On oui, voit ouais. tout le temps les mêmes choses. Moi, j'avais pas mal aimé le film, du coup, plutôt sur sa jeunesse aussi, qui est vachement bien, qui s'appelle ah mince, j'ai oublié. Au film où on le voit comment il s'extrémise, etc., qui était assez intéressant. Ah, j'ai pas vu ça. Et du coup, la chute qui est un peu plus longue, mais qui est voilà, qui est Non, mais généralement, c'est une période qui est traitée beaucoup, soit par les Américains, soit par les Russes, pour savoir Oui. qui a libéré c'est Berlin ça, en premier. mais du point de vue intérieur, jamais. Ah, mais du point de vue intérieur, jamais. Et justement, ça serait intéressant de voir comment il est parti en couille. Il en avait plus rien à foutre. Il à en un avait plus moment rien à donné, il dit, Hop, c'est finito, c'est il finito. file des Deux balles dans la tête. Et Bah, du c'était Cérumen, ouais, c'était des pastilles de suicide là qui filaient ouais, à tout le bah, monde, c'est du suicide, mais il s'est mis deux balles dans la tête aussi pour Oui. être sûr, quoi. Bon bah comme ça c'était réglé. Côté gros blockbuster par Oliver Stone, est-ce que ça te parle ça mon Oui. cher Tolaf, avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer et Jared Leto. On est sur quelqu'un d'assez grand. Le Great Gatsby non, Non. Presque, mais plutôt personnage historique qui est plutôt grand. Alexandre le Grand. Ah, Alexandre le Grand. Ah, ouais. Bah Alexandre, du coup c'est C'est Danny Boyle. Non, c'est Oliver Stone. Ah, Oliver Stone, pardon, j'avais Danny Boyle en tête. C'est 167 millions de dollars Ça, au c'était chiffre pas mal, d'affaires. ça. C'était pas mal, mais en fait, je crois qu'il y a eu 3 qui étaient sortis quelques années avant, 1 ou 2 ans Ah, avant. mais je me gourre peut-être avec 3, oui. Et 3, c'était meilleur pour moi. Et du coup, ouais. Alexandre était très attendu, comme un peu le nouveau 3. Et en fait, il a été un poil décevant parce que 3 était bon quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, donc 3. voilà. Bon, allez, on enchaîne. Alors ça, je ne le connais pas, donc je te le donne comme ça. C'est un film plutôt indep, c'est L'autre rive de David Gordon Green avec Jamie Bell, Josh Lucas et voilà. Et le box-office n'a pas été communiqué. Je ne sais pas ce qu'il fait dans ma fiche ce film. Mais écoute, hein, il a le droit d'exister comme tous les autres. Voilà. On a en pâte à modeler cette fois-ci. Voilà, c'est Gromit. Voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin garou. Moi, je me souviens de sa sortie parce que c'était notre trop prof d'anglais était fan de Voilà, c'est Gromit et nous en parlait tout le temps. Et là, d'ailleurs, il y a eu un nouveau qui est sorti sur Netflix. Donc c'est très très cool et en fait ça a toujours bien marché. Oscar du meilleur film d'animation en 2005. Bah, mérité. De toute façon, la stop motion, c'est toujours une technique hyper compliquée. Voilà, c'est Gromit. Une production anglaise, non C'est ça. Qui est une institution en Angleterre et celui-ci a beaucoup marché en France et en Europe. C'était très bien. Mais de toute façon, il y a un aura, voilà, c'est Gromit qui marche un peu partout. Hein. C'est ça. 2005, c'est également l'arrivée de Chris Evans chez Marvel, mais pas chez Marvel comme Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est la Oui. Torche. La Torche avec donc c'est Team Story qui réalise ça. Qui était pas ouf, hein, celui-là. Avec Jessica Alba notamment également. C'est pas incroyable et pourtant ça fait quand même 333 millions au box-office, c'est-à-dire 130 millions de plus que Voilà, c'est Gromit. Il y avait le film X-Men, le premier X-Men qui était sorti dans ces eaux-là, non? Ouais, je pense que c'était un petit peu avant, mais sûrement faudrait Un peu vérifier. avant, parce que de toute façon, je me souviens que le premier X-Men, le grand méchant, comment il s'appelle? Bon, bref, qui était joué par Ian McKellen, qui joue C'est Magneto. Magneto, ouais, c'est ça. Et du coup, je me souviens que ce X-Men-là, c'était un peu Ian McKellen, je le vois en dehors d'un personnage De Gandalf. parce que Ouais, complètement. il avait fait le Seigneur des Anneaux. Lui, c'est plutôt un comédien de théâtre classique, quoi, on va dire. On a History of Violence qui est un film qui est pas mal reconnu tu vois, de David Cronenberg. En reprenant le Seigneur des Anneaux, c'est pour moi l'un des premiers films où j'ai vu Viggo Mortensen en dehors de son personnage d'Aragorn. Exactement. Et ça, j'étais peut-être un peu jeune quand c'est sorti. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même History of Violence, c'est bien vu. Hein. Nominé aux Oscars. En parlant du coup des prix cette année-là à Cannes, en fait, en Palme d'Or, c'était L'Enfant des frères Dardenne. Ouais. L'Enfant des frères Dardenne. On a au niveau du Grand Prix, c'était Broken Flower de Jim Jarmusch. Moi, ça me parle pas du tout. C'est avec Bill Murray. D'accord. La mise en scène, c'était Caché par Michael Haneke. Donc Michael Haneke, qu'on a quand même qu'on a eu pas mal. Il gagne un truc tous les ans au Festival de Cannes. À Deauville, on avait Crash de Paul Haggis. Ça, c'est le film américain Deauville, mais moi, ça me parle pas du tout. Crash de Paul Haggis, voilà. Au niveau des Oscars, c'est un carton. C'est un carton total. C'est Clint Eastwood avec $1 million qui était sorti du coup, je pense, en 2004 et qui va tout rafler en fait aux Oscars de 2005. Moi, j'ai pas du tout aimé ce film. Je trouvais qu'il poussait au pathos jusqu'au bout là, en disant allez, vas-y, chiale, là, elle est morte. Et pour le meilleur acteur, c'est Jamie Foxx.
dans son rôle de Ray. Exactement. Ce film, il était vraiment très très bien. Jamie Foxx, il va donc sur Ray Charles, et qui est un très très bon film également. Je sais pas si Ray Charles il était mort à ce moment-là en fait. Je sais pas si c'est un biopic avant ou après sa mort. Je serais pas. Sachant qu'il a sorti des CD, mais je sais pas si c'est des CD posthumes ou pas. Mais en tout cas, ce film était très bien et surtout, ça montre un peu l'enfance de Ray Charles qui a pas eu la vie facile, quoi. Surtout sur une période de ségrégation aux États-Unis qui était un peu vénère, quoi. Ouais, donc ça, c'est film à regarder. Côté série, c'est la première saison de How I Met Your Mother. Première saison de How I Met Your Mother. Donc moi, j'ai envie de te dire, c'est là que je me lance dans les séries parce que moi, ma toute première série, c'est Prison Break et après, c'est How I Met. Ah ouais. Donc je pense qu'on est dans les années 2004-2005, c'est là où je me lance dans les séries, je télécharge ça sur LimeWire bien sûr. Oh là 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 là. Je suis un fou, je suis un gueudin. Après je trouve des fichiers en .srt que je rajoute, enfin bref tu vois. Oh là là, mais quel fifou celui-là. Et c'est la première saison également de Supernatural, on est déjà sur la saison 2 de Lost à l'époque. Ouais, qui est déjà dans sa saison 2. Et à côté de ça on a le retour de Doctor Who qui s'était arrêté. Donc si on rappelle ça avait commencé en 63, Doctor Who, il y avait déjà eu un premier relancement dans les années 90-96 je crois, et en 2003 du coup la BBC annonce que ça va être le retour avec Russell Davies en producteur, et du coup ça commence avec le personnage qui sera incarné par Christopher Eccleston. Je te compte même plus le nombre de personnes qui ont incarné le Doctor Who. Il y en a beaucoup, mais c'est devenu une dingue. Moi j'ai jamais vu Doctor Who, on me dit que c'est bien, mais ça prendrait trop de temps. Alors c'est pareil, je lis les notes, mais c'est vraiment une série dans laquelle j'ai envie de me lancer, mais je sais pas exactement par où. Enfin voilà. Par où Et on va juste continuer rapidement sur les séries. Après, ce que je te propose, Toda, c'est qu'on fasse une pause. Comme ça, on fait l'interview, on reprend l'émission pour continuer un peu notre. On a encore plein de trucs à dire de toute façon. Il y a plein de trucs à dire. Donc sur les séries, au niveau des prix, meilleure série dramatique, forcément c'est la première saison de Lost. Donc elle va gagner. Incroyable. À l'époque, c'était vraiment la série qu'on regardait pendant les vacances avec mon frère et mes cousins. Et vraiment, on matait tous les épisodes, on ne devait pas en rater. Et c'est là qu'on voit qu'on est en 2005 quand on regarde les prix, parce que c'est pas du tout le type de série qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on va avoir du Boston Legal qui va gagner la série dramatique, on va avoir du Monk pour la série comique. Si on a quand même Felicity Huffman qui va gagner pour Desperate Housewives qui venait d'arriver. C'est pareil, Desperate Housewives, quand ça arrive, c'est excellent en fait en termes d'écriture par rapport à ce qui avait pu se faire auparavant. Donc voilà pour la partie série. On n'a même pas encore commencé à parler de jeux vidéo, mon cher Tonal. Donc je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve pour parler jeux vidéo après la prochaine interview. Et bonjour. Non, pas bonjour en fait, bon retour. Hein. Bon retour parmi nous, on est toujours sur Qu'est-ce qu'il y a pop en 2005. Exactamente. Et du coup on a parlé de films, de séries, on a parlé de YouTube, on a parlé de Jean-Paul II. Ça, c'était cohérent jusque-là. Et on va aborder le petit chapitre sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, exactement. Et moi, je m'attendais à un chapitre jeux vidéo 2005 de malade. Je m'attendais à un truc défoulé. Et en fait, non. Finalement, 2005, c'est pas une année. En fait, c'est une année de fin de cycle pour les consoles. En fait, c'est la fin de la Xbox, de la PS2. Ouais. Donc, il n'y a plus tant de choses qui sortent. On est en train de préparer ce qui va se passer après, avec notamment la PS3 et en 2005. La Xbox qui va sortir en fin d'année, la Xbox 360. Et oui. C'est pas rien, la Xbox 360, parce que même si à l'époque, moi j'étais Team Sony, mais on peut pas nier la puissance qu'a eu la Xbox 360 qui a démocratisé. Sur le marché, déjà, c'était une console pas chère. C'est ça qui a L'ergonomie de la manette était la perfection même. Ils ont gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Ils ont eu une petite régression. À un moment, elle était trop petite et puis elle est revenue un peu plus costaude quand même. Mais donc, c'est cette arrivée-là. Et on sent que très incessamment sous peu, la PS3 et la Wii vont arriver parce qu'elle sortira, je crois, la Wii, il me semble, en 2006. C'est comme le 2 décembre 2006. Si je encore sur la GameCube qui a dû sortir en 99-2000, non, la GameCube. Je dirais 2002, moi, la GameCube. Non, c'était 2001, la PS2. Bref, on est dans ces eaux-là. Et en termes de jeu, on va avoir le 3e volet de Prince of Persia qui sort. Donc c'est bon. Voilà, on est sur des licences qui ont été un petit peu déjà usées. On a Socom aussi. Je sais pas si tu te rappelles de Socom. Non. Salut Romain, à la prochaine. Salut Romain. On a Socom qui va sortir son 3e opus. C'est une série qui est morte après, je crois bien. J'arrive même pas du tout à voir le visuel de ça. C'était du tir, c'était du shoot. La concurrence était là trop rude. Et Burnout Revenge, donc Burnout, c'est une série pareille qui était pas mal. Burnout, c'était un peu le premier
notamment avec Paradise par la suite. Il y a eu ce côté un peu monde ouvert, justement ce que fait Forza Horizon par la suite, hein, et Burnout Revenge qui était dans ces eaux-là. Donc voilà où on en est en termes de jeux vidéo. Moi, j'ai pas noté plus de choses que ça sur cette année 2005 finalement. Il y a quand même Resident Evil 4 qui sort. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'autres. Ah non, en fait, Prince of Persia, Burnout et Socom, désolé, c'était les annonces. Eh oui. C'était les annonces. Non, les sorties, t'as raison de me corriger. C'est Resident Evil 4, God of War. Voilà. Bon, après, c'est le début de la saga, c'est pas non plus. C'est le God of War en mode shoot them up. C'est ça. Et si Shadow of the Colossus, qui est donc la suite. Dans l'univers Ico, voilà, qui est aussi incroyable. Shadow of Colossus, ça a été un vrai game changer dans sa manière de traiter le gameplay, et même dans la réalisation, dans le côté artistique du jeu vidéo, parce que moi j'en ai vu, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce jeu-là en mode c'est la première fois où tu te balades, tu fais un quart d'heure de cheval, il se passe rien, parce que c'est beau. Il y a un univers parce que c'est onirique. Déjà dans Ico, tu avais ce côté un peu onirique avec cet enfant ou cette fille que tu tenais par la main. Il y avait ce côté, qu'est-ce que c'est, ça te prend au trip un peu. Et Shadow of Colossus va réinterpréter ça avec l'animal cette fois-ci que tu vas voir grandir. C'est ça. Donc très intéressant. En fait, c'est aussi beaucoup sur la gestion des plans, parce que quand tu arrives en cheval devant un colosse, il est tout petit et tu le vois. Et plus tu galopes, plus tu le vois le grossir, et plus tu vois que l'objectif va être hyper compliqué à atteindre, quoi. Et alors j'ai jamais joué réellement à Shadow of Colossus, c'est un des jeux qu'il faudrait que je fasse. Et je crois que au bout d'un moment tu enchaînes les colosses, mais tu sais plus trop quel est ton objectif à la fin. Tu sais plus pourquoi tu es en train de buter des colosses. Tu te perds un petit peu dans l'univers. Et en fait c'est tellement onirique et le colosse a tellement pas l'air d'être violent, il est juste parce qu'il existe, quoi, à un moment donné, et que tu le butes parce qu'on te dit de le buter. Au bout d'un moment, tu te dis qu'est-ce que c'est que cet univers, est-ce que je fais le bien, est-ce que je fais le mal et tout. C'est vraiment un opus qui est très très bien écrit et qui a été hyper important dans la vie de gamer de beaucoup de gens. Oui, tout à fait, remasterisé si vous voulez pouvoir y rejouer. On a également Call of Duty 2 qui va sortir. Donc Call of Duty 2, on n'est pas encore dans la grande période Call of Duty. En fait, à l'époque, on parle encore de Medal of Honor et de ces jeux-là. Call of Duty 2, c'est encore des jeux qui vont raconter la guerre plus qu'être vraiment des FPS multijoueurs. En fait, là, le vrai changement, ça sera le 4. Le 4 qui viendra vraiment rajouter et faire de Call of ce qui est Call of aujourd'hui, Call of 4 avec ça. Donc la Wii qui est sortie du coup le 8 décembre 2006, on nous précise dans le chat. Mais en tout cas, oui, Call of Duty, il y avait encore cette guerre avec Medal of Honor. Et à je crois qu'au début, c'était plutôt Medal of Honor qui avait gagné la guerre. Clairement, moi je me souviens de gens qui ne jouaient qu'à Medal of Honor. Parce que le premier Medal of Honor. Je crois qu'à l'époque, tu avais peut-être, alors je sais pas, mais Band of Brothers et Ghost Recon, je sais pas s'il y avait déjà eu un Ghost Recon ou pas encore. Bref, en tout cas, on ne parlait pas vraiment de Call of comme étant un FPS qui allait avoir de l'avenir. Il y avait d'autres jeux pour le FPS, mais c'était pas ça. En fait, même, je crois que quand on parlait FPS, on était encore plutôt sur du Doom-like à côté. Et c'était pas vraiment les jeux de guerre. En plus, c'est surtout que Medal of Honor, quand il est sorti, il a été vachement. Toute l'introduction a été un peu manigancée par Spielberg, qui voulait un peu mettre un pied sur le jeu vidéo, comme avait fait George Lucas avec LucasArts. Là, il voulait tenter un truc. Il a mis un peu de cinématographie dans le jeu vidéo. Call of a un petit peu voulu pas perdre le cap, et donc du coup a fait à peu près la même chose que Medal of Honor. Et ce code 2 était plus cinématographique. Et bon, aujourd'hui, les codes, c'est plus un shooter qu'autre chose. Même s'il y a encore cet aspect un peu cinématographique qu'ils essayent de mettre en avant, mais c'est moins impactant qu'à l'époque, quoi. Ouais, ils essayent d'une certaine manière. Voilà pour la partie jeux vidéo, ce qu'on pouvait dire. Côté musique, la musique. La musique, alors moi, vous me connaissez peut-être pas, mais ma culture musicale est à 0. Donc je vais me contenter de donner mes notes. Et toi, Todalf, peut-être que tu pourras réagir dessus. En termes d'album iconique de cette année 2005, on a Green Day qui sort American Idiot, American Idiot, Idiot, oui, je sais pas comment on le prononce, Idiot, je pense. Non, alors il le sort pas, il est sorti l'année précédente, mais ça continue de devenir un album iconique. Alors en l'occurrence, même si je ne connais pas bien la musique, je sais que c'est un album iconique de Green Day. Pour beaucoup d'adolescents, ça a été vraiment la découverte de Green Day déjà. Déjà la découverte de Green Day, et puis Green Day c'est un peu du
du punk rock, quoi. C'est un peu du rock un peu violent qui est pas mainstream, qui est devenu mainstream parce que tout le monde l'écoutait. Et ça a été vraiment, beaucoup de gens écoutaient ça, quoi. Ouais, Green Day, ça va peut-être être à notre génération, ou en tout cas plus ou moins ce qu'a été Nirvana pour une autre génération. Par exemple, ouais. Peut-être. On a Kanye West qui sort Late Registration, il n'était pas encore fou à l'époque, il sortait juste du rap classique. Oui, mais encore une fois, tu vois, c'est une époque où ce type de rappeur, ils sortent à chaque fois des bangers. Eminem n'était pas encore hyper présent. Non, je pense pas, en 2005 ça devait arriver. Ouais. Eminem, quoi que si, quand même, Eminem, si, devait être Mais déjà là. Lose Yourself, est-ce qu'il était sorti? Je pense qu'il était sorti à mon avis. Alors du coup, tu vois, il arrive à sortir Kanye West, tu vois, quand l'album d'Eminem est sorti, ça a été un gros impact pour beaucoup de gens. Il y a même des rappeurs qui disaient que c'était un album qui avait changé leur life, qui avait même sauvé leur vie. Kanye West, il arrive et lui, il a un univers un peu particulier. Ça reste du rap US, on va dire classique. Hip-hop. Mais oui, alors plutôt hip-hop. Mais il fallait qu'ils en sortent, il fallait qu'ils créent un truc. Et lui, il a tout un univers, il a créé tout un univers qui est propre à lui. Et en vrai, cet album-là a vraiment était important, on va dire. Complètement. Et Gorillaz aussi qui va sortir Demon Days. Et Gorillaz, c'est un univers aussi. Gorillaz, cet album, il est sorti parce que c'est simple. Tous les morceaux de cet album sont incroyables. Donc du coup, cet album, il était... Et puis encore une fois, c'est pas mainstream du tout. C'est pas un style qu'on peut décrire facilement, Gorillaz. Et vraiment, dans cet album-là, c'est un mélange un peu... Il y a un peu de rap, il y a un peu de pop, il y a un peu de... Je sais pas comment le décrire, mais un peu funk, quoi. C'est très bizarre à décrire Gorillaz, et cet album-là, oui, il est vraiment très bien et vraiment parfait de bout en bout. Chaque piste est bonne, quoi. Et concernant les Grammy Awards qui du coup vont récompenser plutôt les musiques de 2004, on va retrouver du coup Genius Love Company de Ray Charles. Donc tu parlais de Ray Charles qui avait été du coup la même année 2004 parce qu'il y a eu l'Oscar avec le film Ray. Donc Genius Love Company qui va être album de l'année. La chanson Here We Go Again de Ray Charles et Norah Jones qui sera enregistrement de l'année. La chanson de l'année, ça sera d'auteur de John Mayer. Et le meilleur nouvel artiste, c'est là où on voit qu'on était en 2005, c'est Maroon 5. C'est Maroon 5. qui était un nouvel artiste. Donc, oui, c'est pas déconnant. Alors, Ray Charles, oui, hyper présent parce qu'il y avait son film qui est sorti. Et alors, sans doute qu'il n'était pas encore mort quand même, je suppose, parce qu'il a quand même sorti un album. Mais oui, ça paraît pas déconnant. Il a surfé sur la hype du film. Après, il faut pas déconner, Ray Charles, il a quand même une voix de ouf et ça m'étonne même pas que cet album a bien marché. Bon, il fait aussi un duo avec Norah Jones qui, à ce moment-là, était aussi sur une forme de hype, qui avait sorti son premier album, qui était d'une douceur et d'une qualité incroyable. Donc, un duo comme ça, paraît pas étonnant que ça marche bien. Après, il y avait quoi d'autre d'auteur de John Mayer. Bon, John Mayer, c'est de la musique à l'irlandaise, anglaise, irlandaise. Ça marche bien. Je sais que un de mes potes le surkiffe et l'a vu encore en concert l'année dernière. Ça marche toujours bien. Et Maroon 5 sur une bonne. Je leur donne de l'avenir à ces petits jeunes. Oui, tu peux leur donner de l'avenir. Alors moi, je voulais faire. On a terminé notre book sur la musique. Moi, je voulais faire un focus. Parce qu'on est en 2005, et en 2005 on disait tout à l'heure que les réseaux sociaux n'étaient pas encore là. Et en fait, ce qui commence aussi à exploser à côté, mais c'est un peu plus dark. Et c'est un truc qui existe aujourd'hui toujours et qui est encore toujours extrêmement exploité. Et pour plein de gens, c'est obscur de bien comprendre ça. C'est les forums, notamment les forums Reddit et 4chan. Alors, j'avais envie de revenir un petit peu sur 4chan et Reddit, redonner un contexte sur... c'est quoi ces deux entités, quand est-ce qu'ils ont été créés, c'est quoi leur différence, qu'est-ce qui s'est passé sur ces forums depuis toutes ces années. Donc 4chan, donc ça s'est créé avec un 4 chan comme le chan de Channel finalement, que le côté forum. Le chan 4 quoi. C'est ça. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'anonyme. Donc c'est lancé en 2003, mais finalement c'est en 2005 que ça va devenir vraiment très influent. Donc c'est Christopher Poole, c'est un mec américain qui va du coup s'inspirer de la culture japonaise pour lancer ça, et il veut que ça soit un forum qui soit un repère de geeks, voilà, de mecs qui kiffent la web culture et aussi la culture un petit peu underground. Donc, voilà. L'idée c'est que c'est 100% anonyme, sans inscription. C'est-à-dire n'importe qui peut débarquer sur 4chan, créer un channel, écrire. Donc déjà, c'est ce qu'il a foutu un peu dans la merde au final. Voilà. déjà ça pose les bases. 8 Mile, c'était bien 2002, merci. Ah oui, il y a Chuck qui a pris ça.
Donc on est donc en 2003, 4chan est totalement anonyme, on crée des boards thématiques, donc on dit voilà, je vais parler de tel thème et les gens vont pouvoir mettre des messages et c'est des messages qui vont disparaître dans le temps, sauf s'ils sont populaires. Donc en fait, à un instant T, tu vois que les messages populaires. Donc souvent les plus polémiques vont rester le plus longtemps, forcément. Oui. Donc, parce que c'est eux qui auront le plus de réponses. Donc en 2005, pourquoi ça explose? Parce que c'est l'explosion des mèmes. Les mèmes qui vont apparaître, donc on parle notamment de Rickroll qui apparaît en 2005, de Pepe the Frog qu'on connaît qui apparaît aussi en 2005 et de tous les lolcats. Le fameux lolcat du piano, etc. Tout ça c'est 2005 également. C'était un incubateur de mèmes 4chan qui était incroyable. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a un des chans de 4chan qui est le channel B, qui est en fait le channel random. Do not talk to... Attends, c'est quoi déjà la première règle d'Internet? Ne pas aller sur... Ne pas parler de bi. Ouais, c'est ça. Et la deuxième, c'est ne pas parler de bi. Globalement, c'est le channel random, tout le monde met n'importe quoi, y a aucune... et du coup ça reste tout le temps actif parce que le principe est que plus on répond, plus ça reste actif, donc tout le monde peut reconsulter tout ça et ça devient vraiment un genre de laboratoire d'expérience. Les gens tentent de tout et n'importe quoi pour voir si la tendance va prendre. Donc ça c'est 4chan. C'est un bazar désorganisé. C'est un bazar, tellement un bazar qu'à un moment donné, il y avait des trucs vraiment pas très légaux qui circulaient sur 4chan. Complètement. Il y avait l'administration, enfin tout le côté admin et modération du channel. Du blog c'était un Delbord et ça a vraiment mis du temps pour que ça se mette en place parce qu'il y avait vraiment, je vous dis, de la pédo et des trucs comme ça là-dedans. C'est ça, exactement. On était vraiment sur presque du dark web public. Ah bah ouais, c'est ça, c'était chaud. Avec 4chan. Et finalement, en 2005, on va voir apparaître le premier concurrent similaire à 4chan. Donc c'est Steve Huffman et Alexis Ohanian qui vont créer Reddit, qui se veut également comme un forum de discussion avec des subreddits, c'est-à-dire des slash, donc un slash avec une thématique et on va discuter dessus. Cette fois-ci, ça va quand même demander de pouvoir s'inscrire. Donc il y aura un pseudo. Donc on peut s'anonymiser mais derrière un pseudo, contrairement à 4chan où tu es full anonyme, voilà, on ne sait pas qui t'es. Tu vas pouvoir upvote et downvote des réponses, donc ce qui fait que quand une réponse est très downvote, elle va disparaître. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est un système qui existe toujours sur Reddit et Reddit est toujours très actif. Souvent il y a des news qui tombent encore sur Reddit aujourd'hui avant de gagner la bataille contre 4chan. Complètement, voilà, avec ce système-là. Et l'audience de Reddit, c'est la même. C'est la même que 4chan. Ça se veut un petit peu moins dark, un petit peu moins underground, un tout petit peu plus modéré peut-être. Ouais. En tout cas, auto-modéré par ses membres et par les membres qui sont là depuis le début et qui veulent faire de cet endroit un endroit un peu plus clean que 4chan. Et très très vite, là aussi, il y a eu la culture du mème qui est arrivée. Il y a eu des choses comme les Ask Me Anything qui ont débarqué sur Reddit. Ça n'avait jamais eu lieu avant. Donc voilà, ça existe. Donc si on compare un peu les deux, 4chan c'est anonymat total, Reddit c'est pseudo. 4chan c'est disparition des posts quand il n'y a pas de réponse. Alors sur Reddit c'est archivé à long terme. On peut retrouver des posts qui datent de très très longtemps. Sur 4chan, c'est pas de censure et de modération vraiment minimale, alors que sur Reddit, il y a une modération en fonction du channel quand même. Et sur 4chan, on est totalement dans la culture du troll et du shitpost avec le B, alors que c'est beaucoup plus cadré, construit sur Reddit, même s'il y a eu aussi des petits scandalus. Voilà. Oui, c'est vraiment 4chan, c'est un blog à mème, à troll. Il faut jamais faire confiance sur 4chan. Après, derrière, 4chan a quand même créé pas mal d'éléments hyper importants pour Internet. Moi, du coup, je racontais l'histoire des règles d'Internet où ça a été formalisé, on va dire, et c'est celle qui est plutôt respectée, qui est devenue un peu la norme, qui ont été plutôt faites sur 4chan avec la RAID 34, tout ce qui peut être pornographique se trouve forcément sur Internet. Ça, c'est la RAID 34 des règles d'Internet. Il y en a plein d'autres, mais ça c'était hyper important. Le pédobir a été, alors c'est pas particulièrement sur 4chan qui a été créé, mais il a été popularisé sur 4chan. Et en fait, il y a plein de trucs. Alors ça s'est modéré beaucoup plus sur le tard. Mais c'est un blog qui est hyper important pour Internet parce que beaucoup de choses se sont passées là-bas. Et il y a, en fait, dans l'histoire d'Internet, il y a même pas un chapitre qui parle de 4chan. Dans l'histoire d'Internet, 4chan est un élément, un fil rouge en fait de la vie d'Internet. Que ce soit 4chan ou Reddit, c'est des briques
qui sont dans les fondations de ce qu'est Internet aujourd'hui. Alors nous en France c'est différent parce qu'on n'a pas vraiment utilisé ces forums-là, mais nous on a eu aussi notre brique, c'est le forum 1825 de jv.com qui était un peu d'une autre manière, il y avait cette anonymisation et qui est devenu aussi un truc indissociable de notre histoire d'Internet. Aujourd'hui on en parle encore, donc ça en fait partie. Après c'est vrai que Reddit à l'heure actuelle en 2025, aujourd'hui quand on cherche certaines questions, certaines problématiques, on va trouver des réponses sur Reddit parce que c'est reste un des derniers forums publics où on peut poser n'importe quelle question, que ce soit d'une question du quotidien, de la plomberie, de l'internet, des problématiques de régie, de production. Toutes les grandes marques ont un channel sur Reddit. Après derrière le problème je trouve avec Reddit c'est que ça devient très communautaire, tu t'enfermes dans une communauté parce que généralement quand un channel est ouvert tu peux t'abonner dessus et ça peut être tout et n'importe quoi, c'est l'esprit 2.0 d'internet, donc du coup tout le monde crée ce qu'il veut et tu rentres dans une communauté et après derrière tu y vis ou tu en sors quoi à un moment donné, mais c'est vrai que je peux comprendre que Chuck Snake n'arrive pas bien à piger le fonctionnement parce que du coup si tu fais partie d'aucune communauté, tu vois les posts les plus importants par channel. Et tu peux t'en servir pour, quand tu as une question, des fois aller chercher des réponses. Par contre, oui, c'est sûr. Et c'est vraiment une source. À un moment donné, tu tapes sur Google une question. Forcément que sur la première page, tu vas avoir un truc Reddit qui va popper, qui répond à peu près de manière similaire. C'est un blog universel, en gros, Reddit. Quoi. Exactement. Voilà pour la petite parenthèse, le tout dernier micro-chapitre de notre Qu'est-ce qui a pop en 2005, c'est pour les livres. Alors il y aura des années sûrement un peu plus chargées que d'autres. En 2005 c'est juste le début de Twilight en bouquin, donc c'est ChatGPT nous dirait que c'est un phénomène en gestation, c'est-à-dire que il n'y a pas encore eu l'adaptation donc qui fait que ça va devenir un carton. Après on sait que les jeunes de l'époque commencent à chercher l'après Harry Potter, c'est-à-dire qu'Harry Potter a tellement fait un carton que ce soit les films et les bouquins n'ont pas fini de sortir en 2005, mais ils sont déjà en train de chercher quel va être le prochain Harry Potter. Donc tous les bouquins de Heroic Fantasy, tous les bouquins de magie etc. se vendent bien. Mais il n'y a pas de nouveau Harry Potter encore à ce moment-là. En tout cas, il n'y en aura toujours pas jusqu'en 2025 en termes de chiffres de vente, de toute manière. Ah bah ça oui, ça reste l'un des bouquins les plus vendus de tous les temps. Je crois qu'on n'est pas loin de la Bible. Moi, je suis désolé, l'école des sorciers, je trouve ça très mal écrit. C'est ton avis après. Mon avis, je pense que les éditeurs ils seraient pas d'accord avec toi vu qu'ils se font des. Mais, moi, je comprends les éditeurs qui ont refusé d'éditer l'école des sorciers. C'est pas ouf quand même. Mais après, c'est un livre pour enfants. C'est un livre pour enfants en fait, je sais pas. En vrai, chez Tolkien, tout n'est pas bien écrit non plus. Pardon. Voilà. mais voilà. Et écoutez, c'était notre Qu'est-ce qui a pop en 2005. J'espère que ça vous a plu comme concept. On va se retrouver régulièrement en convention pour revenir sur différentes années. La prochaine fois, on parlera de l'année 2008. Voilà, j'en ai décidé ainsi. Pourquoi 2008 ? Moi, j'en ai envie d'en parler de 2008. Il s'est passé quoi en 2008 ? Il s'est passé des choses en 2008. Ah bon ? Oh oui. Il n'y a pas eu de tsunami Peut-être qu'il y a eu un tsunami. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et bien sûr, on reviendra sur d'autres années. On reviendra avant les années 2000. On reviendra même peut-être en 1933 à l'époque. Je sais pas. Alors, l'année populaire. En 1939. Allez, alors, qu'est-ce qu'il y a pas pour 39 ? Oh là. Bon, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission et on vous dit à très bientôt. À bientôt, Todalf. Au revoir.